Ce n'est pas simplement un avion abattu, c'est le chouchou de Zelensky arraché du ciel, l'un des rares as restants de l'aviation ukrainienne. Un homme dont la biographie a été transformée par la propagande ukrainienne en histoire exemplaire du héros du ciel. Le lieutenant-colonel Yevgeny Ivanov, navigateur en chef de la 39e brigade d'aviation tactique, est mort aux commandes d'un Su-27 au-dessus de la région de Zaporizhia. Et cet événement est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît à première vue. Ici convergent trois lignes que nous allons maintenant analyser en détail. La première, l'histoire personnelle du pilote, et cette image de propagande que la machine de Kiev a créée autour de lui. La deuxième, l'aspect militaire. Comment concrètement, par quels moyens et selon quelle tactique les forces russes l'ont-elles descendu du ciel. La troisième, le coup stratégique porté au parc de chasseurs ukrainiens déjà fondant à vue d'œil. Un parc qui chaque mois devient de plus en plus petit et de moins en moins opérationnel. Que signifie perdre un pilote qui a effectué plus de 200 sorties de combat? Peut-on, dans les conditions actuelles, reconstituer de tels cadres quand il n'y a pas de temps, pas de ressources, et qu'une école de formation à part entière nécessite des années? Et pourquoi précisément maintenant pour Kiev, cette perte est-elle particulièrement douloureuse, quand chaque pilote expérimenté vaut son pesant d'or, et chaque chasseur est une unité de matériel irremplaçable? Commençons par le portrait de l'homme lui-même. Le lieutenant-colonel Yevgeny Ivanov n'est pas simplement une ligne dans une nécrologie. C'est le navigateur en chef de brigade, un homme qui a traversé des dizaines d'opérations extrêmement complexes et est devenu une véritable vitrine des succès de l'aviation ukrainienne. Si l'on en croit la nécrologie officielle de la partie ukrainienne, il totalise plus de 200 sorties de combat. Mesurez ce chiffre. 200 fois décollé, sachant que dans le ciel au-dessus de la zone d'opération, vous attend soit l'aviation russe, soit un système de défense anti-aérienne à plusieurs niveaux, soit les deux simultanément. 200 fois revenir à la base, faire rapport sur l'accomplissement de la mission, préparer à nouveau la machine pour la prochaine sortie. Son état de service est impressionnant. Frappe sur des cibles au sol, bombardement de positions des troupes russes, mission de défense anti-aérienne, cibles aériennes abattues. C'est-à-dire un polyvalent, un pilote qui pouvait travailler comme avion d'attaque, comme chasseur et comme intercepteur. L'ensemble des décorations parle de lui-même. 2 ordres, quote 1. L'insigne pour la défense de l'Ukraine, reçu personnellement de Volodymyr Zelensky, et la médaille Croix de fer. Ce dernier détail est particulièrement révélateur. La Croix de fer, dans le contexte du système de récompense ukrainien, est devenue le symbole qu'on utilise activement la personne dans l'image médiatique. Qu'on en fait un héros pour la consommation intérieure et pour l'audience occidentale. Ivanov n'était pas simplement un pilote de combat. Il était le visage des forces aériennes ukrainiennes. Une figure qu'on montrait, sur laquelle on écrivait, qu'on donnait en exemple. Et maintenant la question, que ressentent-ils à Kiev quand précisément un tel pilote exemplaire disparaît de l'échiquier? Est-ce simplement une statistique de perte de plus, une ligne de plus dans un compte-rendu, ou est-ce un coup personnel porté à l'élite des forces aériennes, un coup qui frappe non seulement les capacités de combat, mais aussi le moral de tout le système? Maintenant, il est important de comprendre pourquoi nous parlons d'un professionnel de la plus haute classe, et non d'un pilote ordinaire. Le général-major d'aviation à la retraite russe, Vladimir Popov, a déclaré directement « Aux commandes d'un Su-27 ne peut se trouver un pilote inexpérimenté. Il s'agit d'un pilote de première ou deuxième classe. » Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Laissez-moi vous expliquer. La classe d'un pilote n'est pas simplement un titre, c'est un indicateur du niveau de formation, du nombre d'heures de vol, de la complexité des manœuvres et missions maîtrisées. Pour devenir pilote de première classe sur un chasseur Su-27, il faut passer par une école de plusieurs années. Formation initiale, avion d'entraînement, passage aux machines de combat, des centaines d'heures de vol d'entraînement, puis application au combat, travail de schéma tactique, interaction avec les services au sol et autres équipages. Tout cela prend au minimum 2 ans et demi à 3 ans, et souvent plus. Et c'est à condition que le processus se déroule sans accroc, qu'il y ait du carburant pour les vols d'entraînement, qu'il y ait des instructeurs, que le matériel soit en ordre. Un pilote avec plus de 200 sorties de combat est un spécialiste rare,
auxquels sont liés des schémas de combat entiers et des développements tactiques. Une telle personne sait comment se comporter dans une situation critique, comment utiliser les particularités de sa machine, comment lire les actions de l'adversaire. Il n'est pas du matériel consommable, c'est un porteur de connaissances et d'expériences qu'il est impossible de copier ou de remplacer rapidement. Comparez cela avec ces cours accélérés que l'Ukraine tente maintenant de mettre en place. C'est une chose, une personne qui a étudié pendant des années, a volé, participé à de vraies opérations de combat, accumulé de l'expérience. C'en est une autre, une promotion accélérée, contente d'entraîner en quelques mois aux compétences de base et d'envoyer immédiatement au combat, où elle n'a encore jamais affronté de véritables confrontations. La perte d'un pilote du niveau d'Ivanov est une brèche non seulement dans les statistiques, mais dans l'école même de tactique. C'est la disparition d'une personne qui aurait pu former la génération suivante, transmettre les subtilités qui ne sont écrites dans aucun manuel. Comment a-t-il pu être abattu? Analysons les versions et la tactique. Selon des sources militaires, le Su-27 a été détruit au-dessus de la région de Zaporijjia. Comme moyen probable de destruction, sont citées plusieurs variantes. La première, interception aérienne par des chasseurs russes en patrouille. Su-30SM ou Su-35, armés de missiles RR de longue portée, par exemple R-37. Ce missile peut frapper des cibles à une distance allant jusqu'à 300 km, ce qui signifie ceci. Le pilote ukrainien peut même ne pas voir le porteur qui tire sur lui. Il reçoit un avertissement de ses systèmes de bord qu'un missile le vise, et il a littéralement des secondes pour une manœuvre d'évitement. De plus, le Su-27, bien que manœuvrable, n'est plus une machine très récente. Son électronique et ses moyens de contre-mesure sont inférieurs aux complexes russes modernes. La deuxième variante travaille des systèmes de défense anti-aérienne au sol, S-300, S-400 ou S-350 Vityaz. Ces systèmes créent une zone de destruction à plusieurs niveaux, où même la tentative de s'approcher de la ligne de front à certaines altitudes et vitesses se transforme en roulette russe. Je vous explique comment cela se présente pour le pilote. Il décolle, reçoit la mission, se dirige vers la cible. Quelque part loin devant, fonctionne l'aviation russe, patrouillant des chasseurs. Au sol, sont déployés radars et lanceurs. L'avion ukrainien entre dans la zone de détection. On le repère, on commence à le suivre, on calcule sa trajectoire. S'il tente d'accrocher une cible quelconque dans la région de Zaporijjia, il se retrouve immédiatement dans plusieurs zones de destruction qui se chevauchent. La liaison aviation plus défense anti-aérienne du côté russe fonctionne précisément ainsi. Défense échelonnée, où chaque niveau complète l'autre. Et voici la question rhétorique. Dans quelle mesure est-il sûr de faire décoller les Su-27 restants, sachant que le ciel est contrôlé sur des dizaines et des centaines de kilomètres en avant, que toute tentative d'action active peut se terminer précisément ainsi par un missile qu'on n'a pas eu le temps d'esquiver? Pourquoi le chasseur ukrainien s'est-il retrouvé au-dessus de la région de Zaporijjia? Analysons le contexte. La direction de Zaporijjia est l'un des secteurs clés du front pour Kiev, un endroit où les forces ukrainiennes tentent de ralentir l'avancée des troupes russes, de tenir les positions, d'empêcher une percée. Un Su-27 dans cette zone pouvait accomplir plusieurs tâches. Premièrement, tentative de couvrir les troupes au sol contre les frappes de l'aviation russe, c'est-à-dire des missions de défense anti-aérienne, patrouille, préparation à intercepter des avions d'attaque ou bombardiers. Deuxièmement, tentative d'abattre des avions russes, des drones ou des missiles de croisière qui partent en frappe sur des objectifs ukrainiens. Troisièmement, démonstration de présence. Montrer que l'aviation ukrainienne existe encore, qu'elle est capable de décoller et d'accomplir des missions. Pour Kiev, c'est fondamentalement important. Plus les choses vont mal au sol, plus le commandement est forcé de risquer des ressources coûteuses. Et qu'est-ce qu'un chasseur dans les conditions actuelles? C'est une ressource rare et extrêmement coûteuse qu'on ne peut simplement remplacer. Il y a peu de machines, encore moins de pilotes. Et quand la situation au front se détériore, surgit la tentation de jeter au combat tout ce qu'on a, y compris les pilotes d'élite, sur les meilleurs des avions restants. Mais plus on risque, plus chaque défaite devient douloureuse. Ivanov a décollé, accomplissait sa mission et n'est pas revenu.
Pour son unité, cela signifie non pas simplement la perte d'un équipage, c'est la perte du navigateur le plus expérimenté, d'une personne sur qui s'appuyaient les autres pilotes, à qui on confiait les opérations complexes. Regardons maintenant les statistiques qui tuent l'aviation ukrainienne. Ce Su-27 abattu est devenu le 9e chasseur ennemi détruit récemment. Le 9e. Mesurez ce chiffre. Un chasseur n'est pas simplement une unité de matériel qu'on peut radier et oublier. C'est un complexe coûteux qui comprend l'avion lui-même, l'équipage formé, le personnel technique au sol, les pièces détachées, les systèmes d'entretien, l'infrastructure de l'aérodrome, les communications, le renseignement, le carburant, les munitions. La perte d'un chasseur est une réaction en chaîne. Moins un appareil, moins un pilote, moins une case dans le tableau de service de combat. Et quand de telles pertes sont déjà au nombre de 9 en un délai relativement court, cela forme une tendance qu'il est impossible d'ignorer. Du squelette de combat restent des machines de plus en plus usées, qui nécessitent de plus en plus de réparations, de plus en plus de pièces détachées qui manquent déjà. Restent des pilotes de moins en moins expérimentés, parce que les plus expérimentés soit meurent, soit sont blessés, soit s'épuisent moralement et physiquement. Chaque perte de ce genre n'est pas simplement moins un avion, c'est moins un nœud entier dans le système qu'il faut maintenant compenser d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a rien pour compenser. Personne ne livre de nouveaux Su-27 à l'Ukraine. Les F-16 occidentaux promis arrivent en quantité limitée, il faut y former les pilotes, ce qui est aussi du temps et des ressources. La question est simple. Combien d'avions perdus encore l'aviation ukrainienne supportera-t-elle avant de cesser de jouer un rôle tant soit peu notable au front? Quand le nombre de machines opérationnelles et d'équipages qualifiés tombera en dessous de la masse critique, quand chaque sortie deviendra un acte de désespoir et non une nécessité tactique, parlons maintenant plus en détail du parc réduit de Su-27 et du problème des cadres. Selon les estimations, Kiev ne dispose plus que de quelques escadrilles de Su-27, de fait 2, et loin de toutes les machines ne sont en état opérationnel. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même un avion formellement inscrit peut être sans moteur, sans pièces détachées critiques, sans possibilité de décoller. Le matériel s'use, la ressource des moteurs s'épuise, l'électronique tombe en panne, et les possibilités de réparation majeures sont limitées. Le stock soviétique sur lequel tient encore l'aviation ukrainienne n'est pas infini. Chaque sortie rapproche la machine du moment où elle nécessitera une réparation sérieuse qui n'aura peut-être pas lieu. Parallèlement se déroule une catastrophe de cadre. Les vieux pilotes expérimentés sortent du service. Certains meurent, comme Ivanov, d'autres sont blessés. D'autres simplement s'épuisent, ne supportent pas la charge psychologique des sorties de combat constantes. On tente de former de nouveaux pilotes par des programmes accélérés. Mais là surgit un problème fondamental. La formation complète d'un pilote de combat, surtout sur une machine complexe comme le Su-27, prend au minimum 2 ans et demi à 3 ans. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut accélérer par décision politique ou aide étrangère. Il faut une école, il faut des heures de vol, il faut des simulateurs, il faut de vrais vols d'entraînement, il faut une complexification progressive des tâches, il faut du temps pour que la personne, Daesh, Quat 8, avec la machine, apprenne à la sentir, comprendre son comportement dans des situations critiques. Un cours accéléré donne des compétences de base, décoller, voler jusqu'au point, appuyer sur le bouton, revenir. Mais cela ne fait pas d'une personne un pilote de combat. Un pilote de combat, c'est celui qui peut prendre des décisions en quelques secondes, qui connaît des dizaines de schémas tactiques, qui sait travailler en binôme, en groupe, qui comprend quoi faire si le système a un dysfonctionnement, si l'adversaire se comporte de manière non standard, si le plan part en vrille et qu'il faut improviser. Tout cela s'apprend en des années. Et quand tu perds un tel as comme Ivanov, tu ne perds pas simplement un pilote. Tu perds un mentor pour ces mêmes jeunes cadets qu'on tente tout juste d'amener au niveau. Tu perds une personne qui aurait pu transmettre l'expérience, enseigner, montrer par des exemples, raconter comment il a survécu dans telles ou telles situations. Cette rupture entre la perte de cadres expérimentés et la formation de nouveaux ne peut être comblée rapidement. Elle s'accumule, s'approfondit, et chaque mois la situation devient de plus en plus grave.
Parlons maintenant du coup moral porté à Kiev et à la propagande. Nécrologie, reconnaissance officielle de la perte, tentative de présenter la mort du pilote comme acte héroïque, tout cela fait partie de la guerre de l'information. Pour la propagande de Kiev, de telles figures comme Ivanov sont une ressource cruciale. Sur elles se construisent des histoires de quote neuf, de héros qui protègent l'Ukraine depuis les airs, du fait que les forces aériennes ukrainiennes encaissent le coup et continuent de se battre. Médailles, décorations, rencontres personnelles avec Zelensky, formulations pompeuses dans les nécrologies, tout cela est nécessaire pour maintenir l'image d'une armée forte et opérationnelle qui n'est ni brisée ni résignée. Mais la réalité est plus dure que les textes de propagande. D'un côté, de belles paroles sur le courage et le sacrifice, de l'autre, le fait brut. L'avion est abattu, le pilote est mort. Encore un spécialiste expérimenté hors service. Et voici la question. Comment regardent cela les autres pilotes des forces aériennes ukrainiennes? Comment regardent cela leurs familles? Quand on voit que même les plus expérimentés, les plus décorés, les plus apparemment protégés par leur professionnalisme ne reviennent pas des sorties, cela mine la foi qu'on pourra soi-même survivre. Cela crée une atmosphère de fatalité, la compréhension que tôt ou tard, son tour viendra aussi. Le moral n'est pas une abstraction, c'est un facteur réel de capacité de combat. Quand les gens perdent foi en la victoire, quand chaque sortie est perçue comme un pas vers la mort inévitable, l'efficacité chute. Les pilotes commencent à agir plus prudemment, éviter le risque, refuser les tâches complexes. Et c'est une réaction humaine normale à une situation où la mort devient un résultat statistiquement probable de chaque opération. Regardons maintenant cela du point de vue de la stratégie russe. La destruction de l'élite des forces aériennes ukrainiennes n'est pas un hasard ni simplement un succès tactique. C'est une étape de la guerre d'attrition, où le but est non seulement de détruire le matériel, mais de détruire systématiquement les cadres les mieux formés de l'adversaire. Chaque victoire de ce genre dans les airs, chaque pilote expérimenté abattu, est un pas vers une situation où le commandement ukrainien aura simplement peur de faire décoller même le peu qui reste encore. Pourquoi risquer les derniers chasseurs opérationnels et les derniers pilotes qualifiés si la probabilité de leur retour chute chaque jour? La stratégie russe dans les airs se construit de manière complexe. Frappe sur les aérodromes pour priver l'adversaire de lieux de base. Frappe sur les entrepôts d'armement aéronautique et de pièces détachées pour compliquer la réparation et l'entretien du matériel. Suppression de la défense anti-aérienne ukrainienne pour assurer la liberté d'action de sa propre aviation. Destruction des postes de commandement des forces aériennes pour perturber le contrôle. Et enfin, destruction directe des avions et des pilotes dans les airs. Tout cela forme un tableau unique de guerre d'attrition, où l'adversaire perd lentement mais sûrement la capacité de résister dans le ciel. La mort de tels pilotes comme Ivanov, chouchou de Zelensky, démontre visuellement l'ère du Su-27 ukrainien touche à sa fin. Ces machines, ces cadres, cette école, tout cela fond à vue d'œil, et ce processus est irréversible dans les conditions actuelles. La Russie reçoit le signal, la stratégie fonctionne, la pression doit être intensifiée et non relâchée. Quand un colonel des troupes d'assaut écrit lui-même sur les réseaux sociaux quote 11, ce n'est plus de l'analyse de blog ni de la propagande du Kremlin. C'est un aveu de l'intérieur du système. C'est la voix d'un homme qui, formellement, devrait motiver les combattants, remonter le moral, mener à l'attaque, et qui à la place signe de fait l'arrêt de mort des garnisons et met en porte-à-faux son propre état-major général. Valentin Manko, commandant en chef des troupes d'assaut d'Ukraine, s'est retrouvé à nouveau au centre d'un scandale, et cette fois son effondrement émotionnel a mis à nu ce que Kiev tente désespérément de cacher. Nous voyons 3 lignes simultanément. La fuite d'informations privilégiées sur la chute de points d'appui clés qui, officiellement, sont encore en défense. La rancœur personnelle de Manko et son conflit prolongé avec le milieu médiatique ukrainien, les blogueurs et les experts. Le sort de la garnison condamnée qui, sur le papier, 12, mais qui, en réalité, a déjà été radiée par la direction. Pourquoi de tels mots résonnent-ils non pas depuis Moscou, mais de la part du propre colonel? Qu'est-ce que cela dit sur la situation réelle au front et sur la confiance
qui reste à l'intérieur de l'armée ukrainienne. Et surtout, si le commandant des troupes d'assaut reconnaît sous le coup de l'émotion la chute de villes avant les comptes rendus officiels, à quel point est solide cette vision du monde qu'on tente de construire par les émissions télévisées et les canaux officiels? Valentin Manko est une figure révélatrice à tous égards. Commandant en chef des troupes d'assaut d'Ukraine, colonel, un homme dont le poste exige par définition non seulement une pensée tactique, mais aussi une discipline de fer dans l'espace public. Les troupes d'assaut, c'est la pointe de l'attaque, le symbole de l'esprit offensif, l'image de la résistance. Quote 13. Manko aurait dû devenir l'incarnation de cette image. Colonel de front qui connaît la réalité des tranchées, mais sait en même temps garder la face devant la caméra. Cependant, en pratique, il s'est transformé en son contraire, en personnage médiatique pour qui les likes et l'attention sont plus importants que la sécurité des opérations. Ce n'est pas son premier scandale. Précédemment, Manko était déjà tombé dans un trou d'information majeur quand il publiait sur les réseaux sociaux des photos spectaculaires de lui dans un contexte de combat. Semblerait-il, héroïsation habituelle dont sont remplis tous les canaux Telegram militaires. Mais sur ces photos se trouvaient des cartes secrètes des forces armées ukrainiennes avec l'emplacement des positions, les itinéraires, les coordonnées. Manko, pour le buzz et les commentaires admiratifs, a exposé des informations stratégiques que l'adversaire pouvait utiliser pour planifier des frappes. Après cet incident, il aurait pu être relevé de ses fonctions, interdit de déclaration publique, muté à un travail tranquille. Mais non, le système avait besoin de héros et Manko est resté. De plus, il a continué d'intervenir activement sur les antennes, de donner des interviews, d'écrire des posts. Et chaque fois sa présence dans l'espace médiatique devenait un nouveau risque. Récemment, il a publiquement accusé les blogueurs militaires et experts ukrainiens de l'échec des forces armées ukrainiennes au front. En direct sur une chaîne de télévision ukrainienne, Manko a déclaré que c'était précisément à cause des blogueurs que les combattants Quad 15A perdent la motivation, commencent à reculer, désertent, cherchent n'importe quelle justification pour se replier. Le journaliste a tenté de répliquer, soulignant que de nombreux signaux alarmants viennent précisément des militaires en première ligne, que les blogueurs ne font que retransmettre ce qu'ils entendent depuis les tranchées. Mais Manko n'a pas cédé. Selon lui, les gens inventent n'importe quoi, pourvu d'obtenir une permission, de déserter ou de refuser d'accomplir des missions de combat. Cet homme n'est pas un personnage accidentel. Il est le symptôme de comment, dans le système ukrainien, on fabrique des Say Quote 17. On prend celui qui crie le plus fort devant la caméra, qui accuse le plus activement les autres, qui est prêt à tout scandale pour attirer l'attention. Et une telle personne devient un maillon faible dans la sécurité de l'information et le système nerveux de toute l'armée. Le poste Pokrovsk est tombé, Huliaïpol est tombé, est devenu le point culminant de cette ligne de conduite. Manko l'a écrit sur les réseaux sociaux, manifestement sous l'emprise des émotions, sans attendre les comptes rendus officiels de l'état-major général, sans coordonner les formulations avec le service de presse. Il a simplement pris et publié ce qu'il pensait à ce moment-là. Pour un blogueur ordinaire, ce serait une information privilégiée. Pour un analyste, une supposition. Pour un journaliste, une version de travail. Mais Manko n'est pas un blogueur. Il est commandant en chef des troupes d'assaut, un homme qui, de par sa fonction, a accès aux informations opérationnelles. Ces mots ont du poids, et quand il écrit « est tombé », cela n'est pas perçu comme une opinion, mais comme la constatation d'un fait de l'intérieur. Pour Kiev, de tels mots sont un poison politique. Pendant que les canaux officiels parlent de Quote 20, de Quote 21, de Quote 22. Le colonel met un point final. Il reconnaît la chute de 2 points d'appui, et il le fait publiquement sur les réseaux sociaux, où le lisent non seulement des civils, mais aussi des militaires, des journalistes, des observateurs étrangers. L'expert militaire Yuri Podolaka a commenté ce post comme Quote 23. Il y a vu précisément un effondrement émotionnel, un moment où une personne n'a pas tenu et a déversé la vérité qu'elle aurait dû garder pour elle. Podolaka suppose que Manko a Quote 24, sous le coup de l'émotion, que ce n'était pas une déclaration planifiée,
ni partie d'une stratégie d'information. C'était une percée. Et de telles percées arrivent d'autant plus souvent qu'il y a plus de gens mécontents, vexés, fatigués à l'intérieur du système. Quand la vérité commence à sortir, non pas par les services de presse officiels, mais par les pages personnelles sur les réseaux sociaux, quand les informations privilégiées sont publiées, non pas par des canaux Telegram d'opposition, mais par des colonels en service, c'est le signe que le contrôle du champ informationnel s'effondre. L'état-major général peut écrire de beaux comptes rendus, les attachés de presse peuvent sourire devant la caméra, mais si ton propre commandant des troupes d'assaut divulgue des secrets du front par rancœur, toute la construction commence à craquer. Pokrovsk et Uliaïpol ne sont pas deux localités aléatoires sur la carte. Ce sont des symboles autour desquels s'est construit un certain narratif. Pokrovsk, nœud important dans la direction du Donbass, ville qui tenait les voies logistiques, couvrait l'arrière, servait d'appui à tout un secteur du front. Uliaïpol, symbole de la défense ukrainienne sur le secteur de Zaporijjia, endroit qui, dans l'espace médiatique, était présenté comme forteresse infranchissable. Quand de telles villes tiennent, on peut parler de défense inflexible, du fait que la ligne de front est stable, que l'adversaire ne peut avancer. Mais quand elle tombe, il faut expliquer pourquoi les lignes reculent de plus en plus loin, pourquoi les garnisons se replient, pourquoi la carte se colore de plus en plus d'une autre couleur. La phrase « Pokrovsk est tombé »,« Uliaïpol est tombé » ne parle pas de géographie. Elle parle d'effondrement systémique simultané sur plusieurs directions. C'est la reconnaissance que la défense ne s'est pas effondrée en un point, mais sur un large front. Et si même le colonel des troupes d'assaut parle de chute, combien de temps Kiev pourra-t-il faire semblant que tout est sous contrôle? Combien de temps peut-on parler de repli planifié sur des positions préparées si ses propres commandants posent déjà le diagnostic « tombé ». Ces villes étaient utilisées dans la propagande comme preuve de résistance, comme argument en faveur du fait que l'armée tient. Maintenant, leur chute devient l'argument inverse. Et le plus terrible pour Kiev, c'est que la reconnaissance résonne non pas de l'ennemi qui peut enjoliver ses succès, mais du sien qui connaît la réalité de l'intérieur. Yuri Podolaka ne s'est pas limité aux commentaires sur le post. Il a ajouté la phrase clé « La garnison à Uliaïpol est condamnée ». Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie qu'il n'y aura pas de réserve, qu'un déblocage n'est pas prévu, que les paramètres du chaudron sont déjà clairs. Pour l'instant, cela reste une information privilégiée. Des parties de l'armée ukrainienne se trouvent encore dans la ville, tirent encore, tiennent encore certaines positions. Mais le sort de la garnison est de fait décidé. Selon Podolaka, ceux qui s'y trouvent maintenant seront soit progressivement détruits sous le feu, soit les plus malins se rendront. Ce n'est pas un pronostic militaire, c'est la constatation d'un arrêt de mort. Quand on parle d'une garnison en de tels termes, cela signifie qu'à un niveau plus élevé, on a déjà tiré un trait et qu'on fait des calculs non pas sur le sauvetage des gens, mais sur les pertes. Les gens dans la ville tiennent encore la défense, croient encore aux ordres, espèrent encore des renforts. Et en haut, on les a déjà inscrits dans la colonne des victimes inévitables. L'aspect moral de cette situation est monstrueux. La garnison continue d'accomplir une tâche qui de fait a déjà été reconnue comme irréalisable. Les combattants sont assis dans les tranchées, repoussent les attaques, dépensent des munitions, perdent des hommes. Et tout ce temps, quelqu'un du commandement comprend parfaitement que l'aide ne viendra pas, qu'il n'y a pas de nouvelles réserves, que personne ne débloquera cette garnison. Combien de telles garnisons condamnées y a-t-il maintenant sur la carte, dont on ne parle simplement pas ouvertement? Combien de personnes sont assises dans des chaudrons, recevant des ordres encourageants par radio, alors qu'en haut, on prépare déjà le compte-rendu sur la Code 32 et le Code 33 Zen? Ces questions restent sans réponse, mais chaque nouvelle information privilégiée, comme les mots de Podolaka, soulève le voile sur le mécanisme dans lequel des gens vivants deviennent matériel consommable pour des opérations d'information. Le conflit de Manko avec les blogueurs militaires et experts n'est pas une querelle personnelle. C'est le choc de deux réalités. Manko tente de faire porter la responsabilité des échecs au champ informationnel. Sa logique est simple. Les blogueurs publient des signaux alarmants, les combattants lisent.
commencent à croire à la défaite, perdent la motivation et reculent. Il s'avère que les coupables ne sont pas ceux qui ont planifié l'opération, pas ceux qui n'ont pas assuré les réserves, pas ceux qui ont donné des ordres irréalisables. Les coupables sont ceux qui ont écrit la vérité sur Telegram. Le journaliste dans cette émission a tenté de répliquer « De nombreux signaux alarmants viennent précisément des militaires eux-mêmes en première ligne. Les blogueurs ne font que retransmettre ce qu'ils entendent depuis les tranchées. » Mais Manco est resté sur sa position. Les gens, selon lui, inventent n'importe quoi, pourvu d'avoir un prétexte pour déserter, refuser d'accomplir des missions. Cette position montre non pas simplement une incompréhension du rôle du champ informationnel, elle montre le refus de reconnaître les problèmes réels. Manque de munitions, absence de rotation, échec de planification, impossibilité de tenir la ligne de front avec l'équilibre actuel des forces. Il est beaucoup plus facile d'accuser les blogueurs. Il est beaucoup plus commode de dire que les combattants reculent, non pas parce qu'on les encercle, mais parce qu'ils ont lu un post pessimiste sur Telegram. C'est la technique classique de transfert de responsabilité. Mais elle ne fonctionne pas quand Manco lui-même, quelques mois après ce scandale, publie quote 35. Il s'avère qu'il est lui-même devenu ce blogueur qui, quote 36 et quote 37 où les règles sont-elles différentes pour lui? Quand les commandants font la guerre aux blogueurs, au lieu de faire la guerre à l'adversaire, quand au lieu d'analyser les erreurs, on cherche des coupables dans le champ informationnel, l'armée roule naturellement vers de nouveaux chaudrons et de nouvelles défaites. L'Ukraine vit en régime de schizophrénie informationnelle. À la télévision, on parle d'une situation difficile mais contrôlée. Dans les comptes rendus officiels résonnent des formulations vagues sur les combats difficiles, la défense héroïque, l'infliction de pertes à l'adversaire. Et sur Telegram, le colonel écrit « Pokrovsk est tombé ». Et ce n'est pas un cas isolé, c'est un système. L'optimisme officiel existe séparément du cynisme du front. Les uns croient au compte rendu de l'état-major général, les autres aux informations privilégiées des canaux Telegram, les troisièmes ne croient déjà plus personne. Un tel dédoublement de la réalité détruit la confiance non seulement parmi les civils, mais aussi à l'intérieur de l'armée. Quand un soldat en première ligne entend par radio que la situation est sous contrôle, puis lit sur Telegram de son propre colonel « La ville est tombée », qui doit-il croire? Quand un officier reçoit l'ordre de tenir la position, puis apprend de sources non officielles que la garnison est déjà quote 45 et qu'il n'y aura pas d'aide, comment doit-il motiver ces hommes? Dans une telle atmosphère, chaque nouvelle fuite, surtout de personnes du niveau de Manco, frappe la légitimité du commandement beaucoup plus fort que n'importe quelle déclaration de l'ennemi. L'ennemi peut exagérer, peut faire passer ses désirs pour la réalité. Mais quand son propre colonel reconnaît la défaite avant l'état-major général, on ne peut plus mettre cela sur le compte de la propagande. C'est la voix intérieure du système qui dit « Nous avons perdu ». Et si même les Tchassanch quote 46 reconnaissent la défaite avant que Kiev officiel ne le fasse, combien de temps peut-on maintenir l'image « Tout est sous contrôle » ? À quel point est solide une construction dans laquelle vérité et mensonge existent en parallèle, et la frontière entre elles est tellement floue que plus personne ne comprend où finit l'une et où commence l'autre? Manco n'est pas simplement un colonel scandaleux. C'est un symptôme de crise de gestion. Il est simultanément commandant, qui doit mener les combattants au combat, personnage médiatique qui intervient devant la caméra, source de fuite qui divulgue des informations secrètes, et usine d'accusation qui met tout sur le dos des blogueurs. L'homme qui, pour des likes, publiait des cartes secrètes des forces armées ukrainiennes, puis accusait les blogueurs de défaite au front, divulgue maintenant par accident des informations privilégiées sur la chute de villes. Ce ne sont pas trois histoires différentes. C'est une seule ligne, et elle montre comment fonctionne le système. L'armée ukrainienne a besoin de héros pour l'écran. Elle a besoin de personnages marquants qui inspireront, motiveront, remonteront le moral de combat. Mais quand le critère de sélection devient non pas le professionnalisme, mais la médiatisation, quand il est plus important de savoir bien parler devant la caméra que de planifier compétemment une opération, poussent des gens comme Manco. Ils deviennent un point faible à la fois dans l'armée et dans le champ informationnel. On ne peut les laisser accéder aux secrets stratégiques, mais on est forcé de les tolérer
parce qu'ils sont déjà intégrés dans la construction médiatique de la Quad 49. Écarter Manco signifie reconnaître que le système dysfonctionne. Le garder signifie accepter que tôt ou tard, il craquera à nouveau, divulguera à nouveau quelque chose d'important, mettra à nouveau l'état-major général en porte-à-faux. C'est un piège dont il n'y a pas d'issue, parce que le problème n'est pas dans Manco en particulier, mais dans la façon dont se forme l'élite militaire, dans des conditions où la guerre se mène simultanément au front et dans l'espace informationnel. Sur fond de l'histoire avec Pokrovsk et Uliaïpol, il vaut la peine de parler de l'état des garnisons ukrainiennes en général. Le scénario type ressemble à ceci. D'abord des déclarations retentissantes, nous tiendrons jusqu'au bout. Rhétorique héroïque, promesse de renfort. Puis vient le silence. Les comptes rendus officiels deviennent de plus en plus vagues. Les mentions de la ville concrète disparaissent des antennes. Et ensuite, soit un compte rendu sec sur le repli planifié sur des positions préalablement préparées, soit de telles fuites de commandants vexés. Pour ceux qui sont réellement assis dans les tranchées, cela ressemble à une trahison. On leur promet de l'aide qui ne vient pas. On leur parle de réserves qui n'existent pas. On leur donne des ordres de tenir à tout prix, pendant qu'en haut, on prépare déjà le nouveau narratif informationnel sur la défense héroïque, qui, bien sûr, n'a pu résister face aux forces supérieures de l'adversaire. La garnison devient otage de ce jeu. Les gens continuent à se battre non pas parce qu'ils ont une chance de victoire, mais parce qu'on ne leur a pas donné l'ordre de se replier. Et quand le colonel lui-même écrit « La garnison est condamnée », il ne reste à ces gens que deux voies, soit la mort sous le feu, soit la captivité. Il n'y a pas de troisième option. Combien de telles garnisons y a-t-il maintenant sur la carte ? Combien de personnes continuent de tenir la défense, sachant déjà ou se doutant qu'elles ont été radiées ? Ces questions ne résonnent pas dans les émissions officielles, mais elles sont dans les têtes de ceux qui sont en première ligne. Et chaque nouvelle information privilégiée comme les mots de Podolaka ou le poste de Manco confirme leurs pires craintes. Que signifie la phrase « Pokrovsk est tombé » pour toute la campagne ? Ce n'est pas simplement la perte d'une ville. C'est le moment où la vérité sur la défaite commence à être prononcée non pas par l'adversaire qui peut exagérer, mais par son propre colonel qui n'a aucune raison de mentir. C'est le point où la construction informationnelle se fissure. Kiev peut continuer à parler de contrôle de la situation, mais les mots de Manco ont déjà résonné. La garnison à Uliaïpol est déjà condamnée, et cela aussi a été dit à voix haute. Les conflits internes, les rancœurs, les effondrements émotionnels des commandants, tout cela sort au grand jour et montre que le système craque de partout. La guerre est entrée dans un stade où contrôler le champ informationnel devient de plus en plus difficile. Quand même ceux qui, de par leur fonction, sont obligés de garder la face et de soutenir la ligne officielle, commencent à divulguer la vérité par rancœur, fatigue, désespoir. Et cette vérité ne peut plus être couverte par de beaux comptes rendus. Combien de temps un système dans lequel les commandants divulguent des secrets du front pour des likes, accusent les blogueurs de leurs propres échecs et reconnaissent la chute de ville avant l'état-major général, peut-il supporter la pression d'une guerre à grande échelle ? La réponse semble déjà évidente. Les mots « Pokrovsk est tombé »,« Uliaïpol est tombé », prononcés par un homme de l'intérieur, résonnent plus fort que n'importe quelle reconnaissance officielle. Ils montrent que les garnisons sont condamnées non seulement par l'artillerie et les drones, mais aussi par leur propre direction, qui n'est déjà plus capable ni de tenir le front, ni de tenir le contrôle de l'information.